Ce que je fais, c'est difficile de l'expliquer parce que je fais beaucoup de choses. Qui je suis? Je suis un homme tranquille, à la retraite, qui a connu une vie tumultueuse parce que j'étais journaliste, donc j'ai beaucoup roulé ma bosse. Et puis j'étais également maire adjoint de Châtel pendant un certain nombre d'années, en compagnie de M. Crépy. Et donc j'ai connu les fastes et les misères de cet emploi d'élu qu'on critique tant actuellement et qui est si difficile à assumer. Je suis un rapati pur. Un rapati, c'est-à-dire, en patois, ça veut dire un étranger au village. Je suis arrivé à Châtel, c'était en 1964, et j'ai eu le coup de cœur pour ce village, j'ai décidé de m'y installer. J'étais photographe. Alors, je voyageais beaucoup à l'époque, parce que j'étais photographe dans la carte postale. Donc j'ai fait toute la France en carte postale, enfin une partie de la France. Et je me suis installé à Châtel et j'ai ouvert une boutique de photographe, ce qui était relativement nouveau. Et à l'époque, il y avait 6 hôtels et 600 vaches. Et il y avait quelques touristes. Donc mon métier me prédisposait à participer à la vie de la station, c'est ce qui s'est produit. C'était un village qui était très beau, et puis j'aimais les montagnes, et puis il y avait une ambiance qui m'a tout de suite plu et qui m'a incité à m'y installer. Ce que j'ai fait, j'habitais à l'époque Chambéry, je suis venu m'installer à Châtel, donc avec armes et bagages, et j'ai décidé d'y faire ma vie. C'était délibéré. Je vais un studio de photo, je fais ce qu'on appelle la photopisteur, c'est-à-dire on va sur les pistes. À l'époque, aujourd'hui on n'a plus besoin de photographe puisque tout le monde a son appareil. Mais à l'époque, il fallait une certaine technicité pour faire des photos, de bonnes photos. Et donc on avait besoin je dirais pas d'un spécialiste, mais de quelqu'un d'averti pour réussir de beaux clichés. Puis la station avait besoin de beaux clichés pour se vendre, pour sa promotion. Et donc j'ai participé à cette élaboration qui consistait à faire d'un village une station qui est devenue une station. Mais donc, je nourrissais mes enfants et ma famille avec le produit de mes photos que je faisais sur les pistes. Châtel ne me suffisait pas pour vivre. J'avais donc à cette époque je travaillais pour une maison d'édition, je faisais des cartes postales, je l'ai dit, et je faisais également des dépliants publicitaires. Donc, hors saison, c'est-à-dire dans les saisons mortes de Châtel, parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque, on travaillait 2 mois l'hiver et 2 mois l'été, et donc le reste du temps, j'occupais mon temps à la prospection de cartes postales et au journalisme, puisque en même temps je travaillais déjà pour des revues, des revues montagnardes. Je suis devenu très vite correspondant du Messager à Châtel, correspondant du Dauphiné par la suite. J'assumais même les 2 tâches en même temps. Je travaillais pour le Dauphiné et pour le Messager, ce qui peut paraître aujourd'hui insolite. Mais à l'époque, c'était bien parce qu'ils avaient besoin de correspondants. Et puis je travaillais pour des revues spécialisées dans la montagne, plusieurs où j'envoyais des clichés. J'ai beaucoup travaillé pour le Dauphiné. Quand les radios libres se sont éclatées en 82, j'ai tout de suite senti qu'il fallait faire quelque chose parce que c'était un outil intéressant. Et puis j'étais un homme de communication et ça me plaisait beaucoup de faire de la radio. Donc j'ai décidé de faire une radio. J'en ai parlé aux élus de Châtel. J'ai eu le soutien immédiat de plusieurs élus et entre autres de M. Crépy qui était maire de Châtel, qui était partant dans tous les coups. Et avec l'Office du tourisme, on a posé un dossier pour faire une radio libre en 82. On a été une des premières radios libres, des radios locales de la Haute-Savoie, puisque on a émis un certain temps d'une façon pirate, puisque c'était pas autorisé, mais je m'étais permis cette liberté parce que M. Mitterrand se l'était permise aussi. Et je me disais que dans le fond, on valait bien un président pour se permettre des fantaisies comme ça. Donc si le président de la République l'avait fait, un citoyen de la République pouvait le faire, ce que j'ai fait. Et ensuite, quand le CSA s'est fondé, quand
radios ont été dérogées, j'ai obtenu la première dérogation de Haute-Savoie, puisque Radio Châtel porte le numéro 7401, c'est-à-dire première radio du département à obtenir une autorisation officielle. Et donc on s'est lancé dans une plus large perspective, puisqu'au départ on n'émettait que 4 heures par jour, donc vous voyez que vous avez de l'avenir. Et puis ensuite on a émis toute une semaine, puis ensuite à plein temps. On s'est ensuite axé sur des réseaux, entre autres Nostalgie, plusieurs réseaux qui occupaient nos heures de nuit. Nous faisions nos 7 heures d'émission par jour. Vous savez, pirate, c'est péjoratif. En fait, c'était une radio qui était installée dans des locaux de l'Office du tourisme qui émettait sans autorisation. D'où son appellation de radio pirate. Mais on n'a jamais tué personne. Au départ, c'était un peu amateur, parce qu'on faisait appel à des bénévoles, et il a fallu qu'ils se forment un petit peu aux médias radio. Mais comme j'avais des gens qui m'entouraient, qui étaient des gens très subtils et intelligents, ils ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire. En fait, la radio, elle consistait à donner de l'information aux touristes, à parler de l'état des pistes, de la météo, et puis à faire découvrir les personnalités du lieu, qui à l'époque étaient surprises de voir qu'il y a une radio à Châtel. C'était un petit peu mystique, la radio à l'époque. Maintenant, c'est passé dans le courant des choses, mais à l'époque, c'était quand même surprenant. Ils s'entendaient dans le poste, alors ça les Châtelains étaient ravis, et ils venaient parler régulièrement. Alors, on avait une émission d'ailleurs qui était faite en patois, qui s'appelait Les Fanfouets, dont l'un des acteurs était Jean-François Viaran, actuellement directeur de l'Office du tourisme de Châtel. Il y avait Bruno Gillet, qui était le directeur de l'époque, et puis il y avait également des gens du pays qui venaient leur donner. Et on faisait une émission de 4 minutes sur les Fanfouets qui parlaient en patois. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, cette émission était écoutée avec beaucoup d'attention par les touristes qui venaient le lendemain nous voir en nous disant « Mais on n'a pas tout compris, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Alors, on avait été obligé de faire une petite traduction de ce qui s'était dit la veille avec le thème de l'émission. Mais il y a des touristes qui ont appris le patois pour écouter l'émission. On avait beaucoup de visites de touristes, entre autres un certain Laurent Guimier, qui était complètement accro de radio, qui avait à l'époque 13 ans, 12 ans, et qui nous disait « Moi je voudrais faire de la radio, je voudrais faire de la radio ». Et Laurent Guimier, on lui a dit « Bah écoute, si tu veux faire de la radio, ok, tu vas commencer par ranger les disques par ordre alphabétique ». Il s'est tapé toute la discothèque, rangée soigneusement par ordre alphabétique, et ça lui a permis de parler dans le poste. Et vous savez qui c'est, Laurent Guimier? C'est le directeur actuel de Radio France. Il a commencé sa carrière d'homme de radio à Radio Châtel. Et il est actuellement directeur de Radio France Télé, de Radio France Radio. C'est le grand directeur. Il a fait une belle carrière. Mais il faut dire qu'il avait des maîtres d'apprentissage qui étaient qualifiés. Enfin, c'est une histoire qui est drôle de savoir. Il était tout le temps à la radio. Dès qu'il avait fini de faire du ski, il venait à la radio, il nous disait « Je veux parler dans le poste ». Tu vas parler dans le poste. On lui a fait une émission d'ailleurs spécialement à lui, et il est devenu ce que je viens de vous dire, ce qui est assez surprenant. Donc Radio Châtel a été formateur. Alors on avait un matériel très rudimentaire. J'avais des copains qui étaient dans le son, qui sont venus avec des Revox, des micros. Tout le monde a participé à mettre le matériel qu'il y avait à la disposition de la radio. C'était très hétéroclite. On n'avait pas les moyens de se payer un matériel super. Et donc on a fait avec les moyens du bord. Et puis on a fait appel à un tononné expert en haute fréquence pour la chef, qui est venu installer un émetteur d'abord à côté à l'Office du tourisme, et puis ensuite qui est monté au Morclan. Alors on l'avait mis à côté de l'Office du tourisme, mais on est obligé de le changer parce qu'il avait des ondes parasites qui émettaient du côté de l'église, et on entendait Bachung au moment de la messe. Ça l'affichait mal, le curé est venu nous dire quand même, quand on fait la messe, on ne veut pas entendre Bachung. On a donc enlevé l'émetteur, on l'a mis un peu plus haut. Alors moi je l'ai
Elle s'est professionnalisée d'abord. Je l'ai exploitée pendant 21 ans. Et ensuite, on a fait appel à des professionnels de la radio qui sont venus me remplacer parce que j'étais plein d'autres occupations. Et donc ça s'est poursuivi comme ça. Actuellement, elle est gérée par une personne qui est un ancien collègue de Radio Toulon, qui s'appelle Miguel Martin, et qui se débrouille tout seul alors que nous étions à l'époque 3. On avait une radio avec un journaliste, deux animateurs, on était 4. On avait monté une vraie station, mais seulement ça coûtait peut-être un peu cher. Au départ, nous étions avec Nostalgie, et puis RTL2 nous faire des propositions. C'est moi qui menais les transactions, les négociations, et qui ai obtenu un accord de RTL2 pour qu'il soit notre partenaire musical hors des heures d'antenne. Ça fait déjà un moment, mais au départ, ça se disputait beaucoup entre Énergie, RFM. On a eu plusieurs radios nationales, enfin des radios d'obédience nationale, qui nous avaient fait des propositions. C'est moi qui ai mené les transactions avec RTL2. Parallèlement à la radio, l'été, on faisait des reportages vidéo. C'était l'époque du VHS. C'était l'époque des pionniers. Et on faisait des montages à la petite semaine, parce qu'il n'y avait pas de table de montage, elle était très chère. Et on faisait toutes les semaines une émission vidéo sur les activités de la station. Et on passait ça sur la place devant la mairie, devant le bistrot qu'il y a devant la mairie. On avait mis 3 téléviseurs et chaque jeudi, on passait Vidéo 2000, Châtel Vidéo 2000. Et on avait une audience formidable, on arrivait à réunir 800 personnes qui admiraient les activités qu'ils avaient faites tout au cours de la semaine et puis les spectacles qu'il y avait eu. C'était un moyen de communication et un moyen de rapprochement en fait, des touristes. C'était très intéressant. Et à la fin de la saison, on a dit c'est quand même dommage, on fait ça sur 3 téléviseurs. Si on pouvait le faire sur tous les téléviseurs de la station, ce serait bien. Alors on a eu une idée un peu farfelue, mais efficace. On est monté au Morclan. Il y avait à l'époque un émetteur de FR3 qui avait une mire de la journée qu'ils émettaient à partir de 6h30 du soir. Donc on a débranché la mire, on avait fait un montage de 32 minutes et on a passé une rétrospective de toutes les vidéos qu'on avait faites au cours de la saison d'été. Et ça a commencé avec FR3 nous laisse la place pendant une demi-heure. Voilà ce qui s'est passé à Châtel cet été. Et à la fin de l'émission, j'ai dit nous avons terminé de vous présenter les activités de Châtel, maintenant nous rendons l'antenne à FR3. Et on a rebranché la nuit. Et l'émission s'est enchaînée avec FR3. Et quand on est redescendu du Morclan, auquel on avait émis notre émission, il y avait les gendarmes qui nous attendaient. Je ne sais pas comment ils avaient été prévenus, mais ils nous ont dit vous êtes dans l'illégalité. Évidemment, les ondes étaient à l'époque privées, enfin, étaient nationalisées d'État, on n'avait pas le droit. J'ai dit on a perturbé aucune émission, puisqu'on avait une mire de FR3 qui n'est pas capable de faire une émission toute la journée, donc on leur a donné une demi-heure de notre temps pour pouvoir faire des émissions. Oui, mais vous comprenez, c'est interdit, le matériel. Et à ce moment-là, on a appelé le maire, et le maire est venu, et c'est le matériel qui a été acheté par la commune. Donc ils n'ont pas violé le matériel de FR3, c'est moi qui leur ai prêté. Alors finalement, ça s'est terminé par un coup de blanc. Et les gendarmes sont repartis en disant bon, faut pas recommencer. On n'a pas recommencé. C'est une ville qui a marqué ma vie pendant 33 ans, parce que j'y ai vécu 33 ans. Et j'avoue que Châtel, pour moi, est une partie de mon cœur, une partie de ma tête et une partie de ma vie. J'y ai vécu des instants difficiles, parce qu'on a connu quelques déboires à certains moments, mais j'ai vécu des moments
merveilleusement sympathiques et qui ne peuvent que laisser des traces positives. Et puis, je me suis adapté à la vie châtelaine et les Châtelains sont devenus des amis. Ce qui n'était pas évident à l'époque, parce qu'on me regardait de travers. J'étais le rapatis qui venait de la ville. Après, j'ai été très bien admis. Je dois dire que aujourd'hui, lorsque je monte à Châtel pour une manifestation, souvent pour des sépultures, hélas, j'ai une reconnaissance et une attitude des gens de Châtel qui me vont droit au cœur. Ils ne m'ont pas vraiment oublié. J'ai marqué un petit peu l'époque parce que j'ai entraîné, si vous voulez, j'étais l'élément un peu dynamique de l'animation et de la communication. Mais ils me le rendent bien aujourd'hui. Poète et vagabond, apôtre des belles lettres, j'ai pour arme un crayon et des mots plein la tête. Je flirte avec tes fleurs sur tes amours d'antan. Je trouve mon bonheur sur les branches du temps.